Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le 29 juillet, il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, validé le 30 août par le Conseil d'État, mais il est aujourd'hui introuvable. L'imam Hassani Hussein, 58 ans, un Marocain qui a toujours vécu en France, est qualifié de prédicateur de haine par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en a fait cet été un symbole de la lutte contre les discours séparatistes. Qui est Hassani Hussein ? Pourquoi les autorités françaises ont-elles décidé de l'expulser de France ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Robin Cordat et Vincent Mongaillard, journalistes au service Récit du Parisien. Robin Cordat, le jeudi 28 juillet sur Twitter, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, fait une annonce concernant l'imam Hassani Hussein. Gérald Darmanin, il annonce que l'imam Hassani Hussein va être expulsé du territoire français. Il dit que ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux qui serait à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. D'un mot, Hassani Hussein, c'est vraiment un poids lourd de l'islam radical en France ? À sa chaîne YouTube, c'est quand même 180 000 abonnés. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il parle beaucoup aux jeunes français. Il a un style très cash, avec des revendications parfois politiques, sociales, en tout cas plus que seulement religieuses. Je ne suis pas un complotiste, c'est la réalité. Les musulmans ne sont-ils pas combattus pour abandonner leur religion ? Quand tu vas me la faire à l'envers. J'ai même pas besoin de connaître l'histoire, juste l'actualité. Lisez Mediapart. Aujourd'hui, il y a certaines figures du salafisme sur Internet qui font encore plus de vues, mais c'est un précurseur du genre et ça reste une figure importante sur Internet. Et ses vidéos sur sa chaîne YouTube cumulent plus de 30 millions de vues. Vincent Mongaillard, Robin Cordat, le mardi 23 août, vous avez été en reportage dans le Nord, à Lourches, près de Valenciennes pour Le Parisien. Lourches, où vit l'imam dans un ancien site EDF qu'il avait acheté en 2003. À quoi ça ressemble quand on est devant ? Ça n'a rien à voir avec le palace que les ennemis d'Hussein veulent bien décrire. C'est un ancien site industriel, donc très sincèrement, c'est moche. C'est une grille d'entrée rouillée, des façades défraîchies. De l'extérieur, ça ressemble à un bunker. Et c'est très grand. C'est immense, il y a plus de 3 hectares. Dans le coin, on appelle ça la ferme parce que Hussein élève aussi des vaches, des chèvres et des moutons. Et donc Hassani Hussein n'est plus le bienvenu en France, d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On va voir ensemble comment on en est arrivé là et ce qu'il s'est passé ensuite après le tweet du ministre de l'Intérieur. Mais d'abord, on va prendre le temps de raconter qui est Hassani Hussein. Il est né en France en juin 1964 à Denain dans le Nord. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance et de la famille dans laquelle il a grandi ? Il grandit dans un milieu extrêmement populaire. Ses parents sont marocains, émigrés marocains qui sont arrivés dans le bassin minier, dans le nord, dans les années 30. Son père est mineur. Hassani Hussein a grandi dans une famille nombreuse, très nombreuse. C'est le 5e enfant d'une famille de 9. Qu'est-ce que l'on sait de son parcours scolaire ? On peut parler avec Hassani Hussein d'ascension républicaine, d'ascension sociale. Il a un bac littéraire, il décroche une licence d'arabe et une maîtrise d'histoire. Après ses études, il devient maître auxiliaire dans le secondaire. Ça veut dire qu'il est prof remplaçant. Même s'il est né en France, à sa majorité, il n'est pas devenu français, il n'a pas la nationalité française. Robin Cordat, est-ce que l'on sait pourquoi ? Là-dessus, il y a 2 versions qui s'opposent. Ce que dit le ministère de l'Intérieur, c'est que Hassani Hussein renonce à la nationalité française. Ce que lui avance, c'est que son père le force à répudier la nationalité française. Ce qui est sûr, c'est que par la suite, il demandera à plusieurs reprises la nationalité et que ça lui sera toujours refusé. Vincent Mongaillard, le premier coup d'éclat médiatique d'Hassani Hussein remonte aux années 90, notamment 1994. 1994, devant les grilles du lycée Faidherbe à Lille, où il est en tête de la contestation pro-voile. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il soutient des filles d'origine maghrébine qui veulent entrer dans l'établissement avec leur voile, ce qui est interdit par la République. Hassani Hussein s'investit dans le mouvement Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Racontez-nous ça.
L'UOIF, c'est une organisation qui prône un islam rigoriste, conservateur. L'Union des organisations islamiques de France est très proche des Frères musulmans, qui est une organisation islamiste égyptienne créée par le petit-fils du célèbre prédicateur Tariq Ramadan. Dans certains pays, les Frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste qui tient un double discours, à la fois proche des régimes et des démocraties et en même temps prône l'entrisme, c'est-à-dire entrer dans les institutions pour les modifier. En 2004, dans une conférence filmée et diffusée dans une cassette vidéo, l'imam Iqiyoussen soutient la thèse d'un complot avant la Seconde Guerre mondiale entre les sionistes, les juifs partisans de la création d'un État hébreu, et les nazis. Un complot qui serait destiné à s'accaparer la Palestine. Selon lui, les sionistes ont été de connivence avec Hitler parce qu'il aurait fallu pousser les juifs d'Allemagne, de France, etc. à quitter l'Europe pour la Palestine. Et donc, toujours dans l'optique de ce complot, pour les obliger à quitter le sol européen, il fallait leur faire du mal. Après la guerre mondiale, les juifs redoublent de méchanceté. Et qu'est-ce qu'ils font en Europe? Ce que je vais vous dire va vous choquer, mais c'est les textes aujourd'hui qui le disent, c'est que ils vont être de connivence avec Hitler. Les Juifs ne voulaient pas quitter la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Alors les sionistes ont dit il n'y a qu'une manière. Vous savez comment? Il faut qu'il y ait en Europe quelqu'un qui fasse du mal aux Juifs pour dire aux Juifs sauvez-vous, sinon regardez ce qui va vous arriver. Après ces propos, il présente ses excuses. À l'époque, la séquence fait polémique. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Dominique de Villepin, s'en émeut notamment. Bon, il reconnaît avoir tenu des propos déplacés. Il dit « je reconnais mes torts, je fais une centaine d'interventions par an, ça m'arrive de déborder ». Autre propos choquant, en 2012, il parle de pseudo-attentats en évoquant plusieurs attentats islamistes de grande ampleur. Il évoque notamment l'affaire Mera, donc les tueries quelques mois plus tôt qui ont eu lieu à Toulouse et Montauban. Il parle aussi du 11 septembre. Bon, selon lui, ces pseudo-attentats, ils ont pour objectif de faire peur aux non-musulmans. C'est quoi l'objectif? C'est pas que les non-musulmans nous détestent, ça c'est déjà fait. Ça ils l'ont déjà fait, ça. Ils l'ont fait avec le 11 septembre, ils l'ont fait avec Mera. Vous voyez toutes ces affaires, toutes ces pseudo-affaires, ouais, ces pseudo-attentats ont pour objectif de faire peur aux non-musulmans, pour qu'ils aient peur de l'islam et des musulmans. Tout ça serait dans le but de créer un choc des civilisations et de vendre des armes, des médicaments ou encore des journaux. Un jour, en septembre 2014, pendant une conférence à Metz, il appelle les jeunes musulmans de France à se rebeller contre la société française. Il leur dit que la société française ne ferait rien pour eux. Globalement, Hassani Iqiyoussen tient un discours très pessimiste sur les chances d'intégration dans la société française pour les jeunes musulmans. Vincent Mongaillard, concernant les femmes et leur place dans la société, il a des prises de position très claires. Pour lui, les femmes doivent se cantonner à la maison. Oui, des propos très misogynes, une vision rétrograde de la femme. Pour lui, la place des femmes est dans la cuisine, le salon, c'est ce qu'il dit lors d'une conférence à Rosny-sous-Bois en 2014 en Seine-Saint-Denis. Pour lui aussi, l'homme, quand il passe dans cette cuisine, c'est pour ouvrir le frigidaire et y prendre quelque chose, pas pour faire la vaisselle ou faire à manger. Vincent, à cette période, l'un des fils de l'imam Iqiyoussen fait parler de lui en bien. Et là, on fait un léger retour dans le temps. À partir de 2013, ce fils crée un garage solidaire à Denain, un sujet que vous avez d'ailleurs couvert à ce moment-là pour Le Parisien. Oui, j'ai rencontré Soufiane Iqiyoussen dans son garage solidaire. Sur le papier, c'est une excellente idée. Il s'agit de réinsérer des personnes qui sont en chômage longue durée, donc en leur donnant un travail qui consiste à réparer les voitures de la population qui a très très peu de moyens. Effectivement, l'initiative est saluée par beaucoup de journaux de la presse nationale. Et au mois d'octobre 2013, Soufiane Iqiyoussen et plusieurs autres membres de ce garage solidaire sont reçus au Sénat pour recevoir le prix Talent des Cités. Le prix Talent des Cités, c'est le prix le plus prestigieux pour récompenser une initiative positive dans les quartiers populaires. Et là, Soufiane Iqiyoussen et ses amis vont faire parler d'eux parce que au sein même du Sénat,
il se photographie en faisant une quenelle. La quenelle, c'est le geste antisémite popularisé par l'humoriste Dieudonné et la personnalité d'extrême droite Alain Soral. Et dans les années qui suivent, ce garage solidaire va d'ailleurs péricliter. Oui, l'histoire se finit mal puisque à un moment donné, les collectivités cessent leurs subventions et l'association coule littéralement. Hassani Hussein a au total 5 fils. Plusieurs d'entre eux s'investissent dans la vie locale de plusieurs communes du Nord. On a Othman qui est présenté comme l'imam le plus jeune de France. Il est imam à Rheims, c'est une petite ville pas loin de Denain. C'est la coqueluche des médias quand il s'agit de parler d'islam républicain. Il est très, très affable, toujours disponible pour donner un message positif de l'islam. Et il a aussi un autre frère qui, lui, va choisir la voie de la politique. Il est au Parti socialiste et va devenir conseiller municipal entre 2014 et 2020 dans sa petite ville de Lourches. Vincent Mongaillard, pour qu'on comprenne bien, d'un mot, y compris à cette période, l'imam Hassani Hussein a lui-même un double discours. Oui, parce qu'il peut avoir une vision très rétrograde, très conservatrice et se montrer anti-républicain. Et d'un autre côté, il peut louer la démocratie, l'ascension sociale, notre République, l'islam des Lumières. Donc c'est un vrai double discours. Robin Cordat, à cette période, Gérald Darmanin entend parler de l'imam Hussein en tant que maire de Tourcoing dans le Nord. Oui, Gérald Darmanin, c'est à l'époque une figure montante de la droite, dans le Nord notamment. Lui-même est un petit enfant de mineur ch'ti. Il connaît très bien Hassani Hussein. On sait d'ailleurs qu'il l'a rencontré à l'époque des élections municipales de 2014. C'est aussi une époque où il essaye de chérir l'électorat musulman. Et dans les environs, Hassani Hussein, c'est une figure incontournable pour cela. Ce matin, dans une église, un prêtre a été assassiné pendant qu'il donnait la messe. À Saint-Étienne-du-Rouvray, il a été tué par 2 terroristes qui se sont revendiqués de l'État islamique et qui ont pu être abattus. Le 26 juillet 2016, 2 terroristes islamistes attaquent une église en Normandie, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Un prêtre de la paroisse est assassiné, le père Hamel. Des hommages lui sont rendus un peu partout en France dans les jours qui suivent. Et dans le Nord, à Denain, le 30 juillet, l'imam Hussein est invité à s'exprimer en tant que représentant du culte musulman. Il fait devant l'hôtel de ville un discours qui marque les esprits et qui donnera même lieu à des applaudissements, un discours très républicain. On a rencontré une figure politique locale qui nous a dit « Moi, j'aurais pas fait mieux ». C'était magnifique, c'était intense. À l'issue de la cérémonie, l'imam Hussein prend dans ses bras la maire de la commune. C'est un moment de fraternité très fort. Que se passe-t-il dans les heures qui suivent? À la mairie, on met en ligne les photos de cette rencontre et notamment cette embrassade entre Madame la maire et l'imam. Et immédiatement, il y a des réactions sur les réseaux sociaux qui disent « Mais vous savez qui est vraiment cet imam? Vous savez qu'il a tenu des propos antisémites et homophobes ?» Et là, la mairie prend conscience du côté très sulfureux du personnage. Les élus locaux que vous avez rencontrés, ils se sont sentis trahis, floués? On ne sait pas très bien si eux nous disent aussi l'exacte vérité ou est-ce qu'ils n'ont pas fait preuve aussi d'aveuglement. Mais sur le coup, sincèrement, ils disent que pour eux c'est un choc et ils ont vraiment l'impression d'avoir été trompés par l'imam Hussein. L'imam Hussein n'est pas rattaché à une mosquée, il n'est pas salarié d'une mosquée, ce qui peut être le cas parfois. Robin Cordat, du coup, est-ce qu'on sait comment il gagne sa vie? Hassani Hussein, il tient des conférences, donc on se doute qu'il touche de temps en temps de l'argent pour ça. Il y a aussi ses vidéos YouTube, mais essentiellement, il tire ses revenus de ses investissements immobiliers. Il a beaucoup investi dans la pierre, il a des dizaines de logements qu'il loue à des locataires. Nous, on est allé en centre-ville de Denain, par exemple, avec Vincent. On a vu une magnifique bâtisse dans laquelle il y a une trentaine de logements. C'est une bâtisse qu'il a rachetée au diocèse de Cambrai. Du point de vue de l'administration, aujourd'hui, tous ces investissements ont fait de lui un millionnaire. L'imam Hussein a toujours vécu sur le sol français en renouvelant son titre de séjour tous les 10 ans puisqu'il n'a pas la nationalité française. Son dernier titre de séjour expire au mois de juin, le 3 juin précisément. Robin Cordat, que se passe-t-il à ce moment-là?
Eh bien, la préfecture du Nord refuse de renouveler son titre de séjour. Elle lui reproche des discours haineux envers les valeurs de la République, dont la laïcité. Du jour au lendemain, Hassan Iquioussen se retrouve dans l'illégalité sur le sol français. Robin Corda, dans une note d'une vingtaine de pages, les services du ministère de l'Intérieur font l'inventaire des propos jugés contraires aux valeurs de la République. C'est un long listing des déclarations de Hassan Iquioussen depuis le début des années 2000. Ces déclarations sont catégorisées, il y a des propos jugés antisémites, des propos anti-républicains. C'est une charge très lourde envers le double discours du prédicateur. On en revient donc au début de cet épisode. Sur Twitter, le 28 juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen. Le 4 août, la Cour européenne des droits de l'homme rejette une demande de suspension de l'expulsion. Mais le lendemain, l'avocate de l'imam saisit le tribunal administratif de Paris, Vincent Mongaillard. Et à coup de théâtre judiciaire, le tribunal administratif décide de suspendre l'expulsion et donc contredit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Motif évoqué par le tribunal administratif, c'est un terme très juridique, une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il se trouve que l'imam est né et a grandi en France, il y a toujours vécu, il a eu 5 enfants qui sont tous français, 15 petits-enfants qui sont tous français. Donc c'est l'argument du tribunal administratif pour dire qu'il peut rester sur le sol français. Et le tribunal administratif ajoute par ailleurs que les accusations du ministère de l'Intérieur ne sont étayées, prouvées par aucune pièce. Le ministère de l'Intérieur qui fait appel et se pourvoit devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays. Quelques jours plus tard, le 7 août, on apprend que l'imam Iquioussen était fiché par les services de renseignement. Il est fiché S, ça veut dire que c'est un individu qui peut porter atteinte à la sûreté de l'État. Dans ce fichier, vous trouvez aussi bien des militants d'extrême gauche que d'extrême droite, mais aussi des personnes radicalisées. On compte à peu près 20 000 fichiers S en France. Est-ce qu'il a déjà été inquiété par la justice? Est-ce qu'il a déjà été condamné pour quelque chose? Hassan Iquioussen, il a une seule condamnation et ça remonte à 2021. Le 1er avril, il est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour un abattage rituel de moutons illégal. Vous avez pu parler avec plusieurs membres de l'entourage de l'imam. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là face à cette menace d'expulsion? En fait, quand on les rencontre, les proches de Hassan Iquioussen sont assez confiants. Pour eux, Gérald Darmanin est en mission politique. Il essaye de vendre l'arsenal législatif qu'il a contribué à mettre en place. Ils sont convaincus que face à la plus haute instance administrative française, cette velléité politique ne résistera pas. Un des fils Iquioussen nous parle du ministre de l'Intérieur, des cultes et du mensonge. Après l'annonce de son expulsion à venir, Hassan Iquioussen a reçu des soutiens de l'association Musulmans de France, l'ex-UOIF dont il faisait partie, pour qui l'imam s'engage depuis 40 ans, je cite, en faveur d'un islam d'ouverture et de fraternité, ou encore soutien de la Ligue des droits de l'homme qui dénonce une instrumentalisation politico-médiatique du droit. Vincent Mongaillard, une cagnotte en ligne pour financer sa défense est aussi lancée au mois d'août et elle grossit rapidement. En quelques jours, cette cagnotte lancée sur la plateforme Cotise Up récolte 60 000 €. On a environ 1500 donateurs. Cette plateforme, elle est très très controversée parce qu'elle a été créée par une personnalité proche de la mouvance islamiste dans l'Oise. Ce site a beaucoup fait parler de lui parce qu'à un moment donné, il avait lancé une cagnotte pour le prédicateur alors en prison Tariq Ramadan. Et donc régulièrement, ce site aussi abrite des cagnottes lancées par des islamistes. Le mardi 30 août, le Conseil d'État donne raison au ministre de l'Intérieur et valide l'expulsion d'Hassan Iquioussen. Gérald Darmanin parle d'une victoire pour la République. De son côté, l'avocate de l'imam, maître Lucie Simon, dénonce en résumé une décision injuste et infondée. Aujourd'hui, je viens pour répondre, pour apporter de la nuance. Lorsqu'on a un dossier qui s'emballe à ce point, où le judiciaire devient politique, où le politique devient judiciaire, où le politique devient tribunal populaire, eh bien, ce que nous devons, nous, en tant qu'avocats, mais aussi en tant que société, c'est rappeler le droit, c'est amener de la nuance, et c'est se souvenir, surtout, tonner même, que cet homme, aujourd'hui, il est expulsé pour des propos qui sont anciens,
qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune condamnation et qui, si la mesure d'expulsion a été validée par le Conseil constitutionnel, en tout état de cause, ils la respectaient. Le soir même, Vincent Mongaillard, un important dispositif policier est déployé pour interpeller l'imam chez lui à Lourges. Le quartier est totalement bouclé par les forces de l'ordre. Il y a environ 30 policiers qui débarquent au domicile de l'imam. Ils cherchent dans tous les coins et recoins, mais ne le trouvent pas. L'imam Iqiyoussen est introuvable. Apparemment, il semble s'être enfui, nous dit-on. Il est donc inscrit au fichier des personnes recherchées. La police judiciaire est saisie de l'affaire. Il risque 3 ans de prison pour se soustraire à cette décision. Robin Corda, au moment où on enregistre ce podcast, le 6 septembre, est-ce qu'on sait où se trouve l'imam Iqiyoussen ? Pas vraiment. Les autorités le soupçonnent de se trouver en Belgique. La frontière belge, c'est à une vingtaine de kilomètres seulement à vol d'oiseau de son domicile. Et les proches de l'imam nous confirment qu'il est à l'étranger aujourd'hui. Ils nous disent en revanche que ce ne serait pas forcément en Belgique. Peut-être qu'ils essayent après tout de brouiller les pistes. Merci à Robin Corda et Vincent Mongaillard. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, @codesource, ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.